Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais commencer par une brève présentation de notre invité, M. Bernard Godard, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler durant de nombreuses années, notamment lors de la création du CFCM et au moment de son fonctionnement jusqu'en 2012. Alors M. Bernard Godard a été fonctionnaire du ministère de l'Intérieur jusqu'en 2014. Il a animé aussi des séminaires, dernièrement celui de l'IREN. On le qualifie souvent comme étant Monsieur Islam de France, donc c'est une personnalité qui connaît bien les rouages internes aux fédérations musulmanes, et avec son expérience au ministère de l'Intérieur, il va pouvoir notamment, au moment de la présentation de son livre, et également au moment où nous lui poserons les questions après son intervention d'une quinzaine à une vingtaine de minutes, nous éclairer davantage sur la question musulmane. Monsieur Godard, la parole est à vous. Merci Aïda. Écoutez, comme 20 minutes, c'est très bien, je suis très content, parce qu'une présentation de 20 minutes, ça oblige à faire un exercice un peu difficile, c'est celui de concentrer le plus possible l'esprit de l'ouvrage que j'ai écrit. Alors simplement, première question éventuelle, pourquoi la question musulmane? Alors, je passe très vite là-dessus. C'est une référence à la question juive au début du 19e siècle et non pas au 20e siècle. C'est la question juive selon Karl Marx et ce n'est pas la question juive selon Jean-Paul Sartre. Parce que la question juive, à partir des années 30, malheureusement, vous le savez, a pris une tournure. La question, quand on évoquait la question juive, ça prenait une autre tournure. Je dis ça parce que certains intellectuels juifs, qui sont des amis, m'ont dit qu'ils étaient quand même en colère parce qu'effectivement, il pouvait y avoir une méprise sur l'interprétation. La deuxième question, c'était, y a-t-il une question musulmane? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne construit pas la question musulmane? Je ne suis pas le premier à le dire. Et bon, voilà, c'était un petit peu... C'est la problématique qui est posée au début de l'ouvrage. Et bon, vous verrez, si vous lisez l'ouvrage à la fin, j'y réponds d'une certaine manière. Voilà, c'est le premier point que je voulais préciser. Le deuxième point, c'était, avant d'écrire l'ouvrage, bon, il y avait un certain nombre d'idées que je voulais exposer, mais c'est vrai que je n'arrivais pas à avoir une problématique générale pour ramasser le tout. C'est-à-dire dire comment présenter une chose, puisque j'avais fait un ouvrage en 2007 qui s'appelait Les musulmans en France, qui était beaucoup plus factuel, d'ordre sociologique, descriptif, etc. Et là, c'était, ça a prétention d'être un peu plus sous la forme d'essai. Et du coup, j'étais un peu plus libre pour dire un certain nombre de choses, libre au point qu'on m'a dit qu'effectivement, à l'issue de la publication de ce livre, il valait mieux que je quitte le ministère de l'Intérieur, ce qui était tout à fait logique, je les comprends tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai choisi trois pôles à partir duquel on pouvait présenter la question musulmane. C'est non pas que les musulmans posent question, éventuellement ils peuvent poser question, mais comment les autres pouvaient penser que c'est une question. La première, si vous voulez, la première approche, c'est l'approche identitaire, et non pas communautariste, comme on a coutume de le dire, identitaire. C'est l'islam comme identité, c'est-à-dire je ne me suis pas intéressé à ce qui est la foi, le culte, tout ce qui concerne un petit peu le culte, mais du moins ce qui, pour les musulmans, en particulier les jeunes musulmans, les jeunes issus d'immigration, était un retour à l'islam, mais comme une identité, comme leur revendication d'identité. Donc du coup, je me suis attaché à un certain nombre d'éléments, mais j'ai privilégié des éléments qui étaient peut-être plus symptomatiques, plus parlants. J'ai parlé par exemple du halal, mais pas du tout de la manière dont souvent on en parle, c'est-à-dire uniquement pour dire le halal, c'est un phénomène commercial en expansion, etc., etc. Je m'y suis intéressé pour voir, et ça c'est ma thèse, c'est-à-dire le halal est une reconstruction des musulmans en Occident. Bon voilà, je peux défendre le point de vue. Ça a été d'abord une construction en Malaisie, c'est ce qui a été un exemple tout à fait probant pour les musulmans en Europe, et du coup, et c'est pour les mêmes raisons, d'ailleurs les arguments, si vous voulez, d'identité sur le halal, on retrouve les mêmes arguments qui sont nés en Malaisie il y a une trentaine d'années, c'est tout à fait intéressant. Ensuite, je me suis attaché à l'islam au travail. Pourquoi l'islam au travail? Parce que c'est assez souvent les débats juridiques, et je me reporte à celui de l'affaire Babilou, que vous connaissez bien,
qui sont symptomatiques, c'est que au travail, eh ben, on s'aperçoit que l'islam comme identité, effectivement, pose problème ou pas, mais c'est l'endroit où effectivement les choses sont devenues les plus serrées, tout simplement parce que ça révèle autre chose en creux. C'est un milieu qui n'est pas un milieu où la laïcité s'impose. Du coup, c'est vrai que ça a posé des questionnements. On a cherché... Alors, il y a même une entreprise qui s'appelle Triatech qui a effectivement fait un règlement intérieur au sein duquel elle dit que l'entreprise est laïque, ce qui n'est pas, si vous voulez, qui est contre nature, puisque une entreprise laïque, c'est dans ce sens-là, les gens qui font partie de cette entreprise ne sont pas tenus à une expression laïque. Les seules personnes qui sont tenues à une expression laïque, ce sont les agents de l'État. Ce n'est pas le cas des personnes privées. Donc c'était intéressant de voir qu'à travers le travail, eh ben, c'était un révélateur aussi de crispation, d'angoisse. Autre élément, par exemple, la plupart des chefs d'entreprise, et en particulier les dirigeants de relations humaines, sont tout à fait contre le fait de pondre, entre guillemets, une loi pour réglementer la laïcité dans l'entreprise privée. C'est très intéressant ce débat, parce que c'est-à-dire que c'est la laïcité elle-même, donc c'est là que je dis que les musulmans posent des questions sur la société française elle-même, tout simplement. Les musulmans sont les révélateurs d'un État, si vous voulez, de questionnement, en disant mais c'est quoi notre laïcité, etc. Et l'islam, il se trouve que c'est la religion qui a effectivement, mais les autres aussi, mais peut-être plus, qui a posé des questions à la laïcité, et on est aujourd'hui dans des analyses qui sont des analyses de juristes très, très confirmés, qui disent que la laïcité, c'est pas la telle manière de voir la chose, c'est telle manière de la chose, je ne rentre pas dans les détails. Et puis après, je me suis attaché un peu à la présentation des éléments identitaires, qui, à mon avis, sont des éléments tout à fait naturels pour une communauté, mais qui peuvent... on va dire glisser sur une pente dangereuse, c'est l'identité par rapport à l'islamophobie. Alors bon, c'est une longue partie là-dessus. Je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets, donc j'ai vu qu'effectivement l'islamophobie est un peu la crispation de cette ou question musulmane qui existe, ou de la construction qu'on en fait. Voilà. Donc on est au nœud de la question musulmane, c'est dans la question de l'islamophobie, qu'on accepte ou non le nom, mais enfin, voilà, c'est une question. Et ensuite, je suis passé sur le soutien aux causes musulmanes, et j'évoque à un moment donné, effectivement, la question de l'antisémitisme et de la judéophobie, sans concession, c'est-à-dire, mais pas du tout forcément dans le sens qui est publiquement le plus admis, c'est-à-dire que la judéophobie qui puiserait ses sources dans une tradition musulmane. Là, je reprends si vous voulez, les thèses de l'historien juif, qui est professeur à l'Université de Jérusalem, Maurice Abitbol, qui dit il n'y a pas de tradition judéophobe musulmane. Et avec laquelle je suis assez d'accord. Oui, ça paraît surprenant, mais il n'y a pas forcément des racines judéophobes bien implantées dans l'islam. Alors, je cite dans l'ouvrage, effectivement, le fait que la sourate 4, que vous connaissez tous par cœur, qui dit, effectivement, les Juifs ont été transformés en singes et en porcs. Bon. Alors ça, c'est très intéressant. Je vais vous expliquer un petit peu la Genèse, parce que vous savez que c'est une phrase qui est dans la bouche du prophète, et en fait, il fustigeait une tribu juive qui n'avait pas respecté la Torah. Car auparavant, il avait dit, vous savez, les chrétiens et les juifs, c'était un choix, c'était une position à l'époque, les chrétiens et les juifs ont des textes sacrés que nous respectons, qui sont les nôtres aussi, dans lesquels nous nous situons, dans l'affiliation de lesquels nous nous situons, et ils n'ont pas respecté. Et il dit, par exemple, il y a une tribu juive qui est sur les bords de la Méditerranée, il la cite donnément, qui n'a pas respecté la Torah. Et ça, c'est mal. Et ils ont été transformés en singes et en porcs. Donc c'est très intéressant, parce que dans le fond, quand on sort du contexte de la phrase, on voit ce qui est dit. Alors, par ailleurs, il y a une tradition, effectivement, de fustiger certaines tribus juives. La bataille de Khaybar, etc., qui est souvent citée en support. Alors, c'est effectivement, on peut le lire de deux manières. On dit, quand même, il y a de judéophobie dans le Coran. Il ne faut quand même pas plaisanter. Mais
Là aussi, c'est intéressant. Si vous prenez le fondement même de la société médinoise, c'est des alliances de tribus musulmanes, chrétiennes et juives. Et une des tribus a trahi. Alors, effectivement, à cette occasion, il y a des phrases, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, comme on dit, il y a des phrases sur les juifs qui sont pas très gentilles par rapport à cette tribu qui a trahi. Mais effectivement, il faut à chaque fois replacer dans le contexte. Ça n'excuse pas certains. Ça n'excuse pas. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas eu des propos qui sont quand même un peu limite judéophobie. Mais si on regarde vraiment en détail, il y a quand même globalement une révérence quand même assez grande pour la religion juive dans le Coran. Ça, c'est une réalité. Du coup, voilà. Alors qu'on a l'impression que le Coran est truffé de propos qui sont... Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais tout ça, c'était pour dire quoi? Pour dire que la dérive, elle est où? Elle est où? Sur le fait que, quand vous écoutez les télévisions satellitaires d'origine, on va dire saoudienne, donc les salafistes et d'autres prisent beaucoup, vous avez des prêcheurs. Je prends l'exemple de l'imam de Soudais, de l'imam de la Mecque, qui dit les juifs, les porcs sont des porcs et des singes, et effectivement, c'est prouvé, etc. Donc il sort complètement du contexte le propos, il ne le restitue pas dans sa réalité, et donc du coup, on peut dire qu'un certain nombre de prêcheurs, c'est vrai, ont des propos par rapport à ces choses-là, qui effectivement laissent croire que on ne restitue pas les propos sur le juif. Je m'excuse, je m'étends là-dessus parce que c'est quand même important, parce que quelque part, si vous voulez, il faut un peu démonter la manière dont la judéophobie, par exemple, ou l'attraction qu'auraient certains nombre de jeunes musulmans pour Dieudonné ou Soral serait une chose naturelle qui viendrait culturellement de leur islamité. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Bon, et si vous voulez, j'aborde effectivement la question palestinienne, ce qui me fait que je ne suis pas très embêté par les amis d'Israël en disant que là, il ne faut pas confondre et que l'affaire palestinienne, la soutien aux Palestiniens, on a tendance à globaliser et à dire que le soutien aux Palestiniens, effectivement, c'est une preuve d'islamisation, etc. Alors que non, il y a un soutien. Et je cite comme exemple, effectivement, les événements de 2014, à l'intérieur desquels on a vu que la plupart des manifestations, il y avait côte à côte des jeunes qui n'étaient pas musulmans, il y avait des musulmans aussi, et que c'est surtout ça qui est ressorti de la mobilisation de 2014 comme soutien aux Palestiniens. Voilà. Alors ensuite, il y a une deuxième partie, là j'avoue ce que j'appelle l'islam de rupture, où là je dis qu'effectivement c'est une pente qui est quand même tout à fait gênante et qui correspond à ce phénomène qui s'est développé un peu au début des années 90 et surtout à partir des années 2000, et à partir de 2010 qui a pris une ampleur assez extraordinaire, qui reste limitée quand même à un certain nombre de gens, mais c'est j'incrimine directement le salafisme, mais non pas en tant que, si vous voulez, en tant que idéologie. Pour moi, le salafisme est une idéologie. Alors, il est sûr que la salafia, je ne vais pas rentrer dans les détails, la salafia appartient à un mouvement intellectuel qui, effectivement, peut se revendiquer du réformisme, de l'islam au début du XXe siècle, Al-Rachidiyya lui-même transformé. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire qui mériterait des développements, mais on n'a pas le temps, simplement pour dire, pour moi, les salafistes fonctionnent comme une idéologie politique aujourd'hui. Et ça, effectivement, c'est le danger. C'est peut-être pas ce que c'était le but de la manœuvre. Et je m'excuse, je vais choquer certains. Et pour moi, l'Arabie Saoudite et Daesh, c'est le même État. C'est la même idéologie qui fonde les deux États. Sauf que l'un a appris quand même à être un État tout à fait correct vis-à-vis de l'opinion publique internationale. Ils se sont stabilisés dans les années 30 avec l'appui des États-Unis. Donc effectivement, c'est un État qui offre un visage tout à fait correct. Et donc, il y a au sein de la communauté internationale qui ont instauré un certain nombre de relations. Alors que Daesh, effectivement, c'est quand même autre chose. Mais pour moi, ça ressortit de la même idéologie que je décris dans le livre. Et après, le djihadisme, qui est encore une dérive de la dérive, j'ai envie de dire, et qui est... voilà. Et du coup, je dis que c'est quand même un phénomène qui nous pose problème et auquel il faut qu'on fasse face. Et effectivement, la troisième partie, c'est l'islam confessionnel. Pourquoi l'islam confessionnel? Parce que j'ai fait exprès de dire ni islam comme religion, ni islam comme culte. Pourquoi? Parce que
Moi, c'est l'islam que personnellement je m'engage. Je souhaiterais voir advenir en France. C'est une confession qui s'exercerait comme le catholicisme, comme le protestantisme, comme le judaïsme, c'est-à-dire qui ne soit pas trop dans le côté identitaire, bien que, bon, on va pas ni dans le côté rupture, mais qui soit une confession, c'est-à-dire qui soit un culte, qui soit alors le culte c'est limitatif, alors c'est pour ça que je dis que le CFCM en particulier c'était mais là les pouvoirs publics croyaient que c'était la panacée, mais c'est normal parce que moi je ne jette pas la pierre aux gens du CFCM et on leur a dit vous êtes un culte, c'est-à-dire que nous ce qui nous intéresse l'État c'est de savoir comment vous allez vous organiser par rapport à l'exercice public du culte. Et c'est une toute petite partie de la religion, ça. Et du coup, si vous voulez, après, quitte aux musulmans de s'organiser, de voir comment ils font les choses. Mais effectivement, les pouvoirs publics, la société civile, elle a en face d'elle, elle a des musulmans, des chrétiens, des catholiques. Et c'est une confession. Qu'est-ce que j'entends par confession? C'est quelqu'un qui est dans des domaines de la vie sociale qui ne sont pas seulement celui du culte. C'est l'activité morale, c'est-à-dire l'appartenance confessionnelle, et ça veut dire que je vais m'investir dans des organisations, les écoles, hein, l'enseignement confessionnel musulman, le secteur caritatif, hein, c'est-à-dire des organisations musulmanes. Alors là encore, vous voyez ce que je veux dire. Donc la confession a priori est un cadre. La confession musulmane peut devenir une confession qui sera complètement, si vous voulez, intégrés. Les musulmans sont intégrés. Je ne parle pas, les musulmans, c'est pas la question d'intégration ou pas. C'est-à-dire le culte, la religion musulmane sera intégrée dans un cadre confessionnel et la majorité des musulmans, des fédérations, y compris des fédérations, sont tout à fait d'accord. Je veux dire, il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Ils ont bien conscience qu'ils veulent s'inscrire comme confession à l'intérieur de la société française. Et ça, là-dessus, je ne crois pas qu'il y a des doutes. Simplement, effectivement, il faut que par rapport à la laïcité, d'abord que tout le monde mette un petit peu de raison dans ces discussions, et il faut éviter, s'il peut y avoir des frottements, il ne faut pas que ces frottements en arrivent à l'affrontement. Voilà. J'ai essayé d'être le plus court possible. Merci. Alors, ouais. Oui, même légèrement en avance, mais on ne peut pas avoir l'œil sur la montre tout le temps. En tout cas, merci Bernard de nous avoir éclairé brièvement sur les enjeux internationaux. Alors on va poser quelques questions. Moi j'aimerais plus particulièrement vous en poser 3, avec le privilège d'être le modérateur. J'ai droit à des questions avant la salle. Et après, on passera aux questions avec la salle. Alors, puisque Bernard est la petite souris qui sait un peu tout ce qui se passe au sein des bureaux du ministère de l'Intérieur, alors je vais lui poser la première question. Alors, qu'en est-il du dialogue qui a été enclenché à l'époque, vous étiez donc au ministère de l'Intérieur, du dialogue enclenché par le ministère de l'Intérieur en vue justement d'ouvrir davantage le Conseil français du culte musulman et ne pas se limiter, comme vous l'avez très bien dit, juste à la partie cultuelle. Il y a une volonté d'ouverture. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? Et puis, cette semaine, il y a eu une déclaration de M. Estrosi qualifiant la communauté musulmane de 5e colonne. Alors... je vous demande pas de commenter ce qu'a dit Monsieur Estrosi, mais tout ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que on instrumentalise le culte musulman, les musulmans, les citoyens français de confession musulmane par rapport à leur identité religieuse? Comment vous interprétez cela? Et enfin, dernière question, c'est quel est votre point de vue sur l'ingérence des pays étrangers? Alors, hier, j'ai participé à Argenteuil à une réunion faite par le sous-préfet visant à écouter la communauté musulmane. Et ce qui est ressorti à chaque fois, enfin en tout cas de manière assez importante, c'était l'ingérence des pays étrangers. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire aussi 2 mots? Et après, on passera aux questions avec la salle. Oui. Alors,
Les dialogues au ministère de l'Intérieur, il y a un principe qui a été posé il y a 6 mois, c'est-à-dire avec un constat que le CFCM, justement, c'est un peu dans la continuité de ce que je disais, Haïdar connaît bien l'affaire, disons que à partir de 2005, on va dire 2005-2006, le CFCM ne fonctionne plus. C'est clair, ça ne fonctionne plus. Alors, il quand même fonctionne, vous n'avez pas en 2 ans quand même, 2-3 ans, mais à partir, il y a un blocage qui est dû aux appareils, vu les appareils qui sont à la tête du CFCM, il y a un blocage total, il ne fonctionne plus. Donc, les discussions que moi, à l'époque, j'étais au bureau des cultes, c'est moi qui ai suggéré, effectivement, de dire bon, arrêtons de vouloir absolument représenter ou mettre une représentation des musulmans. D'abord, c'est un débat que, y compris les autres Européens, n'arrivent pas à résoudre. Et en même temps, d'abord, ça doit être de l'initiative des musulmans eux-mêmes de savoir qui doit les représenter ou pas, d'une part. Et d'autre part, c'est la quadrature du cercle, surtout en France, par rapport à la diversité, etc. On perd du temps et finalement, on s'aperçoit depuis 89, qui est la date où était tentée la première expérience avec Pierre Jox, avec le CORIF, que à chaque fois, on bloque sur des questions de représentativité. Donc, au lieu de prendre le problème comme ça, allons un peu comme ce que font les Allemands, ou ce que font la France, qu'elle a mis en place l'instance de dialogue avec les catholiques. Alors, je vous signale simplement que l'instance de dialogue, c'est pas connu, mais elle est née au cabinet de Lionel Jospin, et j'avoue d'avoir une discussion avec le conseiller de Lionel Jospin à l'époque, qui était Alain Christnart. Il me dit, mais c'est... Et à l'époque, on faisait la consultation des musulmans avant de faire le CFCM. Et on avait créé des groupes de travail, et effectivement, les administrations venaient, et c'était assez innovant, ça s'était pas fait. Et il nous dit, mais c'est super ce que vous faites là. Bon, moi j'ai envie de mettre une instance de dialogue, de formaliser ça pour les catholiques. Donc vous voyez que c'est les musulmans qui ont été le moteur qui a fait que le gouvernement a pensé à mettre en place une instance de dialogue avec les catholiques. C'est comme ça que c'est arrivé. Alors, c'est, comment dire, au lieu de revenons un peu à l'esprit, je disais, revenons à l'esprit un petit peu qui a été issu de la consultation, on va discuter des dossiers, entre guillemets, c'est-à-dire des affaires qui concernent les musulmans et l'État, 1, et 2, ne nous sentons pas limités, puisque nous ne sommes plus dans la représentation, nous ne nous sentons plus limités par les affaires strictement cultuelles. C'est l'exercice cultuel. Du coup, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on va ouvrir des dossiers, voilà, les musulmans vont venir, alors je ne sais pas qui, on va en parler, mais les musulmans viennent, au lieu de dire mais qui représente qui va voter, etc., les musulmans sont là, avec leur expression, on dit ben voilà, on voudrait parler de telles questions, les questions de culte, bon. Effectivement, peut-être qu'il y aura des questions à poser sur je ne sais pas, moi, par exemple, le passage, qu'est-ce qu'ils pensent du rachat éventuel des mosquées par ceux qui sont sous bail amphithéotique, certains, c'est une discussion du moment. Par exemple, il y a des tas de questions comme ça. Ça, c'est des questions qui concernent pour le culte, mais aussi des questions qui concernent, qui impliquent la société musulmane, mais pas que les imams, pas que les religieux, qui impliquent les musulmans en tant qu'individus. Et, par exemple, l'islamophobie, justement, c'est une question, discutons-en avec les musulmans eux-mêmes. Bon, il y a, et puis les acteurs qui sont concernés par cette question. Très concrètement, il y a un observatoire de l'islamophobie qui existe, qui est géré par le CFCM. C'est bien, bon, il va chercher des chiffres au ministère de l'Intérieur tous les mois, et puis après il dit voilà, c'est bien. Mais il y a un autre organisme qui s'appelle le Conseil, la coordination contre l'islamophobie en France. Ah oui, mais vous savez, oui, mais c'est un organe qui parle d'islamophobie d'État, donc qui est un interlocuteur qui, pour l'État, est un adversaire, entre guillemets. Mais à partir du moment où on est dans une table, on n'est pas là pour savoir qui est représentant ou pas, on ne cautionne pas le CCIF, mais on dit quels sont vos arguments. Donc on n'est plus du tout bloqué par une question de partenariat avec les musulmans, sauf ceux qui ne sont pas républicains. Parce que vous voyez, là la discussion s'est posée pour savoir est-ce qu'il fallait inclure dans les discussions des représentants salafistes.
C'est une question intéressante. À partir du moment où on considère que certaines mosquées, certains représentants, certains imams qui s'affichent salafistes sont là, c'est pas recevoir le diable entre guillemets, mais on va à une table, on va discuter avec eux. L'État, les gens représentants vont dire non, on n'est pas d'accord, votre système, c'est une rupture du lien social. L'État peut dire ce qu'il a à dire, et en face, voilà. Bon, c'était une question. Il y avait une question qui concernait la radicalisation, par exemple. Bon, c'est une question. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Allemagne, vous avez la conférence islamique allemande qui existe, et il n'y a aucun sujet qui est tabou. Hein. Bon, disons que quand même, c'est très contrôlé par le ministère de l'Intérieur. Bon, on va pas dire quand même que les Allemands sont... Hein, ils parlent. Mais c'est intéressant parce que vous avez, par exemple, 4 commissions. Il y a une commission qui est concernée à la sécurité du pays. Alors, ça, c'est une chose qui serait très difficile en France, parce qu'on dirait, ah là là, on va faire parler, etc. Mais en Allemagne, moi, j'ai connu des dirigeants, des responsables de jeunes, responsables musulmans allemands, qui m'ont dit, mais c'est tout à fait naturel, nous sommes des citoyens de ce pays, et ben, si l'État veut qu'on discute de problèmes qui concernent la sécurité du pays, ben, on en discute. Et ça, c'est intéressant. C'est quand même, il n'y a pas d'opposition de la part des musulmans d'en discuter. Vous voyez, c'était un peu ce genre de truc. Maintenant, alors, une fois qu'on a dit ça, c'est parfait, ça, c'est idyllique. Hein. Mais finalement, qui c'est qui va venir? À un moment, l'État va faire un choix. Donc on va retrouver, on risque de retomber dans la même... Alors, c'est un exercice très difficile. C'est-à-dire que le CFCM existe encore, donc il est toujours là pour être un des interlocuteurs, parce que, qu'on le veuille ou non, on est pour ou contre, c'est des fédérations, ça représente un tissu de mosquées. Bon, bref, on ne peut pas les minimiser. Alors le CFCM, il n'est pas content du tout. Il n'est pas content du tout, parce que déjà, il s'était opposé aux personnalités qualifiées à l'intérieur du CFCM, etc. Du coup, il revoit encore qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Donc, il y a une espèce de front des fédérations. Si vous voyez Dalil Boubaker au congrès du Bourget, faites pas d'illusions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut absolument qu'on offre un front uni à l'État et qui ne nous impose pas des personnalités qui viennent de nulle part, dont on ne sait pas, et surtout des intellectuels musulmans. Oula, quelle horreur. Bon, et ça, c'est-à-dire, c'est vraiment un vrai problème. Mais le problème, c'est qu'il y a des conférences qui se passent au niveau régional, dans des départements. Bon, il y a un cahier de charges qui n'est pas très clair, qui est très généraliste pour voir un petit peu comment les gens pensent. Mais bon, je vais pas... c'est pas forcément négatif, parce que quelque part, il y a une parole qui passe, hein, qui dit effectivement, il y a tel problème, tel problème. On n'est pas arrivé au choix des personnes qui vont siéger, parce que ça ne va pas être 200 personnes qui vont siéger. Voilà. D'accord. Donc, je vais passer à la deuxième question. Sinon, on ne va pas pouvoir avoir les questions de la salle, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. La 5e colonne. Oui, mais ça c'est... C'est primordial, je suis d'accord. Non, mais la 5e colonne, c'est assez intéressant, parce que besoin d'Estrosi, bon, on a l'habitude. Ouais. Mais ça, si vous voulez, ça fait partie aussi des phrases qui consistent à dire... l'ennemi intérieur, enfin il y a différents propos comme ça qui font état, c'est-à-dire c'est quand même assez, c'est le dernier pays européen, parce que même le reste de l'Europe on l'a admis, mais la 5e colonne c'est encore parler de l'islam comme religion extérieure, hein, externe. Donc du coup 5e colonne, un musulman est un étranger en puissance. Donc du coup quand on parle des 5e colonnes, est-ce que c'est pris au sérieux vraiment ? J'ai pas l'impression. C'est vrai que les propos d'Estrosi, ça devient un peu usé, éculé. Je crois pas que c'est un impact. Alors, ça a un impact chez une certaine, parce que, attention, les gens qui sont convaincus, qui sont anti-musulmans, qui le sont de manière ferme, y compris au Front National, et pas forcément tous les gens du Front National, plus la droite identitaire, dont je parle aussi, les fameux identitaires, etc., ils en sont convaincus. Est-ce que le propos d'Estrosi va le renforcer dans leur pensée ? Maintenant, est-ce que c'est une phrase aujourd'hui, l'ennemi intérieur, la 5e colonne? Moi, chaque fois que je suis en réunion, que je suis avec des gens qui sont un peu islamophobes, je leur dis, vous savez qui sont les gens les plus français chez nous? Vous savez, c'est les salafistes. Parce que les imams salafistes, c'est ceux qui sont les plus français. Ils sont convertis, là beaucoup sont convertis, beaucoup sont 2e, 3e génération, et ils possèdent les codes que ne possèdent pas les imams qui sont, les autres imams qui sont quelquefois étrangers et qui ont du mal à atteindre la population. Donc vous voyez, c'est la 5e colonne, c'est qui? C'est les Français alors, comment on va faire?
ça va être difficile. Mais non, vous voyez, c'est un peu... Moi, je pense ce propos, il ne faut pas trop le prendre dramatique. L'instrumentalisation des politiques, je parlais plutôt. Les politiques, ça c'est clair. C'est clair, mais c'est un peu décalé par rapport... Regardez, suivez ces propos qui se sont déroulés depuis 2011, il y a eu la fameuse conférence sur la laïcité, les prières de rue et tout. Je pense que... alors bon, ça, je le dis publiquement, je l'ai déjà dit, je crois que c'était à Mediapart, je le redis, il est effectif qu'en 2012, quand la gauche est revenue au pouvoir, on s'attendait à une espèce d'inversion idéologique. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pendant 5 ans du mal qui avait été fait, soyons clairs. Il y avait eu des propos, il y a eu des positions, et c'est vrai qu'on attendait de la gauche qu'elle ait des propos très fermes par rapport à la négation de ce qui avait été le discours maurassien implicite pendant 5 ans. Or, on a eu comme réponse laïcité, sécurité. Bon. Bref. Je passe. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à... il est encore temps. Il est encore temps. On aurait pu s'attendre à ce qui est effectivement une position. Et c'est vrai que, vous savez comment ça s'est traduit, c'est connu électoralement. Pour la première fois, les musulmans se sont plutôt abstenus que d'aller voter pour la gauche. En 2014, aux élections municipales. Ça a été assez spectaculaire parce que les sondages, on fait des sondages, on peut mesurer l'opinion. Et on a mesuré l'opinion, on a vraiment vérifié que des gens qui avaient été votés pour les présidentielles n'ont pas voté aux municipales. Et ça c'est une preuve vraiment évidente. Donc du coup, je pense que c'est plutôt des gens désabusés, mais dans le sens où, même s'il n'y a pas eu le travail de déconstruction de ce discours maurassien qui a régné pendant 5 ans, je pense que, quand même, les choses ont changé, que Estrosi, ça fait mal, mais bon, c'est pas forcément... ça n'a pas le même impact que ça pourrait avoir il y a 4-5 ans. Enfin, c'est mon opinion. Maintenant, concernant les pays étrangers, ça c'est Alors, dans le livre, bon, c'est marrant parce que je vais appuyer sur la communauté turque parce que je trouve que c'est tout à fait explicite. Voilà, tout à fait explicite parce que, vous savez, j'ai fait le choix de 2 communautés de sensibilité marocaine, sensibilité turque. Pourquoi ? Parce que ça m'apparaissait comme étant 2 pays qui étaient plus impliqués que les autres dans la tentative de contrôle, on va dire, dans le lien entre une communauté et une autre. Alors, dans le cas turc, on est dans, bon, vous le savez mieux que moi, l'équivalent de la turcité, l'islamité, c'est la même chose. Enfin, je caricature, mais disons qu'il y a le sentiment religieux est très lié à un sentiment national et inversement. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est chez les Turcs. Donc, du coup, il y a moins de questions qui se posent par rapport à l'identité citoyenne pour les gens qui sont d'origine turque. Enfin, vous me corrigerez si je dis des bêtises pour certains, mais c'est vrai que l'habitude quand même de la fréquentation des milieux turcs, que des gens que je connais, c'est vrai que c'est un milieu où je sens moins de tension dans l'identité, une identité nationale d'origine qui est l'identité turque et l'identité française. Et je trouve ça tout à fait intéressant, c'est qu'on est en présence d'une vraie diaspora. Et ce que je dis, c'est une diaspora, c'est des gens qui sont suffisamment autonomes dans leur état propre, c'est-à-dire musulmans de France, turcs de France, pour ensuite avoir un certain choix, une certaine liaison culturelle avec le pays d'origine. Pour le moment, la communauté turque, elle est encore jeune, mais il y a quelque chose de plus harmonieux qu'ailleurs, quelque chose qui ne se passe pas forcément dans l'intention entre une communauté d'origine et une communauté présente ici. On n'a pas autant de tensions auxquelles on peut assister. Chez les Marocains, c'est différent. Il y a aussi la volonté de la part du Maroc de garder, si vous voulez, ce lien, ce cordon ombilical. Bon, c'est pas une vraie diaspora, parce qu'on a vu qu'il y a des tensions à l'intérieur, etc. Et que dans le fond, le retour à Rabat, pour être clair, c'est encore ambigu, parce qu'on dit c'est des liaisons d'allégeance, il y a des liaisons financières. Vous savez, la plupart des mosquées turques ici, est-ce qu'elles ont reçu beaucoup d'argent de la Turquie ? Zéro. C'est quand même intéressant, c'est parlant. Dans les Marocains, il y a quand même quelque chose de l'État qui veut participer à une aide par rapport à la communauté marocaine. Il y a une réception de gouvernement, mais
Par rapport à la deuxième, troisième génération marocaine, c'est pas si égal, on va dire, que ça peut l'être dans la communauté turque. Donc je fais les deux comparaisons. Vous voyez, d'abord, on n'a pas les pays, voilà, ça dépend des pays. Ça dépend des pays, c'est vrai. Et c'est vrai que, bon, alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la France dans l'influence des pays étrangers? Moi, j'inverse la chose. Ouais. Je dis oui. Quand vous allez à Alger ou à Istanbul ou à Ankara pour dire donnez-nous des imams pour former vos musulmans, bah, attendez, moi je me mets à la place de l'État turc ou l'État marocain ou algérien. Je dis bah oui, bah, on va vous envoyer des imams. Non, mais on aimerait bien que vous donniez des imams formés en France, payés par vous, mais quand même français. Attendez, c'est quoi ça? C'est compliqué quand même. Donc il y a effectivement cette relation sur le plan du culte, hein, sur le plan de la religion, entre les pays d'origine, dits d'origine, et la France, qui reste à régler. Il y a quelque chose qui reste à régler. Et je pense qu'effectivement, la question des pays d'origine, je ne veux pas jeter la pierre aux pays d'origine, mais je veux dire, à un moment, il faut leur dire comme font l'Espagne, l'Angleterre, la plupart des pays européens, la quasi-totalité des pays européens, l'extrême étant l'Autriche, qui, elle, a carrément interdit les imams venant de Turquie. Bon, elle est passée à un autre extrême. Mais il faut aussi que la France sache définir son islam de France. C'est-à-dire, il faut qu'elle fasse un choix. Donc, ça veut dire vouloir des imams de France, ça voulait dire mettre la main à la pâte, c'est-à-dire... alors, l'État ne peut pas, parce qu'il n'a pas le droit d'un point de vue de la laïcité. Oui, c'est vrai. Mais il y a des moyens, effectivement, d'accompagner la chose, etc. Donc, la question, elle est posée. Influence des pays d'origine, oui, ça devient intolérable. Je dis d'un côté, pas dans le sens... ça devient intolérable quand ça passe à travers l'expression directe du pays pour dicter un certain nombre d'attitudes, etc., etc. Et c'est vrai que moi, je le vois tous les jours sur le terrain. C'est vrai que les jeunes musulmans en ont marre, quoi. Et ça, c'est une claire. Alors, peut-être moins du côté turc, c'est une expression plus moins, mais c'est vrai que dans les jeunes qui sont d'ascendance maghrébine ou africaine, il y a vraiment une colère très forte par rapport à l'influence des pays d'origine. Et ça, c'est une réalité qu'on peut pas, avec laquelle on est obligé de faire. Hein. Très bien. Bon. Merci Bernard. Alors on va passer à la séance des questions. Je vous demanderai de vous présenter et de faire des questions courtes si possible, parce que il est presque 9h, il est 9h moins 5 exactement, et on a une partie après cocktail qui nous attend. Alors qui veut poser des questions? Est-ce que l'Arabie Saoudite pendant longtemps a envoyé des imams venant d'Arabie Saoudite? Non. Non, il n'y a jamais aucun imam qui a officié, aussi il y a longtemps, qui a officié en France. L'Arabie Saoudite n'envoie pas d'imam. L'Arabie Saoudite, alors ça c'est le côté diplomatique, c'est l'Arabie Saoudite dit non, nous ne mêlons pas des islams, de chaque islam, etc. Sauf quand c'est en Afrique, au Niger, où là on est moins regardant, là effectivement ils s'en mêlent, ils sont prudents. Mais non, en France, ça, bon je sais, j'ai eu plusieurs entretiens avec des diplomates saoudiens là-dessus, ça a toujours été parfaitement clair. Ça, c'est au point de vue des imams. Alors, il y a des imams, parce qu'il y a des fonds, quelquefois, qui viennent d'Arabie Saoudite, pas tant que ça, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et il arrive que, je parlais justement de Soudaï, l'imam de la Mecque, il arrive qu'il y ait des personnalités saoudiennes qui viennent. Et bon, les responsables de mosquées, en remerciement, les invitent, et il arrive qu'ils puissent s'exprimer dans certaines mosquées. C'est pas très fréquent. Ils évitent en général d'avoir des propos parce qu'ils savent très bien qu'en France, et on les briefe avant, hein, on leur dit attention, faites attention, vous êtes en France, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, l'Arabie Saoudite en France, ce n'est pas par ce biais-là, si vous voulez, que l'Arabie Saoudite peut jouer un rôle. C'est une fonction plus diffuse, c'est par exemple par rapport au niveau des publications dans les librairies islamiques. Maintenant, la littérature qui est en vente dans les librairies islamiques, c'est en majorité la littérature salafiste.
Bon, et cette salafisme, comment elle est financée indirectement? Pas par l'État saoudien, mais par des capitaux saoudiens. Donc c'est une chose beaucoup plus diffuse. Et il y a les salafistes eux-mêmes. Mais comment je parlais tout à l'heure de ces imams, ces jeunes imams, y compris convertis, qui effectivement, mais ils vont sur le net. Donc leur référence, c'est des oulémas saoudiens. C'est clair. Rabi Manhali, bon, je ne vais pas tous ces Fawzan, un certain nombre. Bon, ce sont des gens qui sont en Arabie Saoudite, des autorités du wahhabisme saoudien. Et c'est la référence d'un certain nombre, de tout un ensemble de gens ici en France. Mais, si vous voulez, ça passe pas par des canaux étatiques saoudiens, quoi. Voilà. Du coup, il y a une influence, mais c'est pas une influence officielle, on va dire. Très bien. D'autres questions? Les musulmans et la manif pour tous. Oui. Ça vous évoque quoi? Alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que, bon, j'en parle un petit peu. C'est-à-dire que c'est un peu l'islam comme confession. C'est pas ma tasse de thé, mais je vais défendre ma manif pour tous, mais pas du tout pour des raisons de démonstration, pas du tout par attachement personnel. Non, simplement, quand il y a eu la manif pour tous, il y a eu deux faits en même temps. La manif pour tous, et rappelez-vous, il y avait aussi les journées de retrait à l'école d'une dame, Farida Belroul, qui étaient deux opérations différentes. Et c'est intéressant parce que Farida Belroul avait utilisé un certain nombre de réseaux. Elle avait dit qu'il faut retirer les enfants à cause de la théorie du genre, etc., etc. Et, si vous voulez, beaucoup d'associations musulmanes se sont désolidarisées, pas toutes. Des musulmans, il y en a eu beaucoup quand même beaucoup ont reçu ça par SMS, parce que ça a utilisé un réseau très, très prolifique, et ils se sont retirés. Parce que ça avait un côté communautariste. C'est-à-dire que des organisations comme l'UOIF, l'Union islamique en France, s'est désolidarisée de l'opération. Elle dit, nous sommes pour retirer les enfants de l'école, c'est pas un acte citoyen. Voilà, etc. Oui, l'UOIF, la plupart des organisations. Donc il y a eu un désaccord de l'islam institutionnel par rapport au GRE. En revanche, ils ont dit, ce qui est important pour nous, c'est d'être en communauté avec les autres religions. Donc, ils se sont retrouvés dans la manif pour tous. Vous avez des gens, et vous avez même parmi les porte-parole de la manif, il y avait une personne qui s'appelle Kamel Béchir, qui est un membre de l'UOIF, enfin une personnalité un peu spéciale, parce qu'il est membre de l'UOIF et il est d'extrême droite en même temps. C'est un peu particulier. Bon, bref, Kamel Béchir. Et ça, c'était intéressant parce que par rapport à la question, il y a 2 ans, je crois que c'était à l'UOIF, il y a eu un débat assez sévère là-dessus où il y avait des gens qui disaient mais non, il faut suivre les JRE, donc avoir une attitude musulmane spécifique. Et la position plus officielle de l'UOIF qui était celle de dire non, nous devons nous situer avec nos frères chrétiens, protestants, etc. Non, les protestants ne sont pas dans la manif pour tous. Excusez-moi. Non. Mais effectivement, le souci, si vous voulez, d'être... donc, effectivement, il y a une partie musulmane qui s'est retrouvée à côté des manifestants dans la manif pour tous. Alors, sur les mots d'ordre, etc., mais qui sont des mots d'ordre conservateurs, traditionnels, voire même pour certains réactionnaires, mais qui, effectivement, à partir du moment où ces musulmans, à partir du moment où c'est une opinion des chrétiens et d'autres, nous sommes en communion. Mais nous évitons d'aller dans une nation spécifique musulmane sur ces questions. Voilà, pour répondre à votre question, c'est assez intéressant de la manière dont on réagit les organisations par rapport à la manif pour tous. Oui. Merci. Le parallèle que vous faisiez tout à l'heure entre l'Arabie Saoudite et Daesh, oui. En expliquant que l'Arabie Saoudite était adossée en fait aux États-Unis, c'est ce qui a permis de les rendre très comptables. Est-ce que si Daesh était, on va dire, soutenu par une superpuissance, est-ce que d'un seul coup il deviendrait fréquentable? Il faudrait qu'il mute beaucoup. D'abord, non, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est le contenu idéologique qui est revendiqué et qui est appliqué, puisque effectivement. Mais si vous voulez,
Le problème, c'est la naissance de Daesh, quoi. C'est ça. On le sait très bien. On a encore eu il y a eu un non-papier du Monde sur les révélations qui était très intéressant. Bon, qui, pour les gens qui connaissent, ne font que conforter ce qu'on savait déjà, qui est une opération montée par des ex-cadres de l'armée de Saddam Hussein et qui étaient des agents de renseignement, etc. Qui ensuite ont pris un plan, et les pauvres Syriens en sont les victimes au premier chef, hein, de toute cette stratégie, et avec en contrepoint avec l'aberration de la politique américaine en Irak, de Bremer en particulier, qui a effectivement choisi le support sur les tribus, certaines tribus chiites, etc., et en faisant revenir de l'étranger des personnalités chiites, bon, un peu douteuses, etc. Bon, en fait, les erreurs, si vous voulez, de gestion de la part des États-Unis, d'abord de l'entrée en Irak, bon, mais ça, je mets de côté, mais surtout. Donc, du coup, ça serait difficile parce que, effectivement, quelle puissance aujourd'hui, sur le plan stratégique, pourrait effectivement reprendre Daesh? Moi, je suis contre les thèses un peu complotistes, hein, mais pourrait reprendre Daesh. C'est pratiquement impossible parce que tel que ça naît, tel que ça se développe, même ses créateurs, ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire ces officiers irakiens, sont complètement débordés par ce phénomène. Et je pense qu'effectivement, le Daesh d'aujourd'hui ressemble beaucoup plus à ceux de l'expédition d'Abdel Wahhab et de Assaoud à la fin du XVIIIe siècle. Parce que c'est vrai qu'il faudrait réécrire l'histoire de ce phénomène. Parce que vous savez que bon, Abdel Wahhab a prêché dans le Nejd, etc. Ensuite, l'armée est partie dans le sud à Karbala, à Najaf. Et donc, on connaît mal, mais il s'est passé des choses terribles. Parce que ce qu'on dit moins, c'est qu'ils sont revenus ensuite, ils sont allés à Médine et la Mecque. Et ils ont tout rasé. Et ça, on parle de Najaf et Karbala, vous le savez sûrement, ils ont aussi, et en particulier des trucs de tradition turque et ottomane, ils ont tout détruit. Et du coup, c'est vrai que ça ressemble, si vous voulez, beaucoup plus à une nation. Mais l'État saoudien lui-même, c'est une chose, c'est pas gentil, mais c'est quelque chose qui est unique. Je ne crois pas qu'on pourrait aujourd'hui, même si idéologiquement ils procèdent de la même origine, hein, je pense pas. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas très gentil pour les Saoudiens ce que je dis, mais à l'intérieur même, ils ont un vrai problème puisqu'ils ont du terrorisme. Eux-mêmes sont dans cette schizophrénie de conserver une base, si vous voulez, religieuse wahhabite, avec justement tous ces problèmes. Et Al-Qaïda en est une preuve, puisque Ben Laden est un produit saoudien. Hein. Mais Jawahiri, c'est-à-dire la prise de la Mecque en 79, c'est aussi un produit saoudien. C'est quelqu'un qui prend la Mecque, la mosquée de la Mecque, mais qui ne demande pas le pouvoir. Il demande au roi de modifier sa politique vis-à-vis des Américains, déjà à l'époque. Donc vous voyez qu'il y a quand même, il y a la Sahwa, qui est ce mouvement de contestataires à l'intérieur même d'Arabie Saoudite, qu'ils arrivent à juguler. Mais si vous voulez, tous les propos de ces chaînes satellitaires que j'ai évoquées, etc., c'est une contradiction majeure pour l'État saoudien. À un moment ou à un autre, ils vont être obligés d'y répondre. Alors, il est évident qu'ils ont trouvé une chance terrible en ce moment, c'est qu'ils sont en alliance avec l'Arabie Saoudite, avec l'Égypte, qui, lui, avec le général Sissi, est dans un processus de modernisation, d'ouverture, entre guillemets, religieuse. Pour le reste, c'est autre chose. Mais qui, effectivement, veut accélérer la réforme d'Al-Azhar. Donc, ils sont tout à fait dans une alliance avec les Émirats arabes unis et l'Égypte qui donne un visage présentable quand même à l'Arabie saoudite. Mais sur le fond, ils n'ont pas résolu l'essentiel. C'est un vrai problème. Merci. Allez-y. Alors bonsoir M. Godard, je vous remercie beaucoup de cette intervention qui nous éclaire sur pas mal de points, qui d'ailleurs me fait penser que vous êtes davantage dans la posture du sociologue des religions que dans celle du fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Ça lui fait plaisir. Merci. Oui. J'aurais, si vous permettez, deux petites questions. Ouais. Je pense que le développement peut être long pour chacune de ces questions. La première concerne les efforts de déradicalisation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu de l'état des lieux, des acteurs impliqués, et puis des synergies éventuelles entre société civile et État? Et puis la deuxième question concerne... j'ai déjà oublié la deuxième question. Bon, voilà.
Et votre. Bon, bon, la France, c'est le dernier pays d'Europe, enfin avec l'Italie aussi, mais à s'être mis un peu à ce qu'on appelle la déradicalisation, qui est en fait un concept créé par les Anglais, radicalization. Donc on l'a traduit littéralement en France. C'est pour ça que quelquefois les gens ne comprennent pas en quoi ça consiste, parce que pour nous, une radicalisation au sens politique, ça peut recouvrir, et religieux, ça peut recouvrir pas uniquement la violence, ça peut recouvrir une attitude vraiment de rupture de lien social. Or non, la radicalisation, clairement, les États-Unis et l'Angleterre qui ont lancé ce terme, ça veut dire le passage à des actes violents. Alors là, sous le prétexte, dans ce cas-là, précisément, comment dire, de prendre du djihadisme. Je prends le terme djihadisme. Bon, je l'emploie, j'aime pas trop, mais bon, employons le mot djihadisme. Alors c'est très intéressant parce que la France, pendant longtemps, a résisté, n'acceptait pas de rentrer dans cette logique. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'elle dit c'est du terrorisme. Elle n'était pas toute seule. Il y avait des intellectuels, y compris américains ou anglo-saxons. Je pense à Mark Seligman, qui est un grand intellectuel, un grand spécialiste de la question, qui après le 11 septembre a dit il ne faut pas commencer à chercher à midi 14 ans, ce sont des criminels. Donc c'est une affaire de criminologie. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont tenants de cette thèse, et en France beaucoup. Donc on a résisté pendant très longtemps à dire que la radicalisation, non, il y a du terrorisme, point barre. Bon. Et alors moi, c'est moi qui le rajoute, je pense qu'il y a un autre aspect en France qu'on a oublié, c'est pas l'abandon, mais la mise de côté de la prévention. Bon, ceux qui connaissent un petit peu la question savent un petit peu tout. Tout le cheminement, le mauvais sort qui lui a été fait à partir de 2002, par un certain ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire la prévention, c'est des flics qui jouent au football avec des voyous, bon, j'en veux plus. Bon, il y a quelqu'un qui a dit ça, donc il y a une prévention. Ce qui fait que le mot prévention, en soi, vous voyez, alors si vous rajoutez des gens, faire de la prévention avec des terroristes, ah ben non, quand même, faut pas exagérer. Donc il y a une résistance dans la société française, au sein des spécialistes de la question, y compris des gens qui sont pas du tout, négatifs par rapport à l'islam, c'est pas ça. Mais finalement, en 2010, quand c'est passé au niveau européen, puis il y a eu le commissaire, un homme qui était chargé du terrorisme, qui s'appelle Gilles de Kerchove, qui a dit non, maintenant la France, vous arrêtez, vous vous mettez au boulot, vous arrêtez d'être dispersés, donc vous rentrez un peu dans la logique de déradicalisation, de lutte contre la radicalisation. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est ce qui est devenu évident à partir de début de mars-avril 2014, qui a été le départ en Syrie. Alors pourquoi ça a changé ? Parce que c'est des parents. Il y avait des mineurs, il y avait des femmes, et donc ce sont des parents. Moi, je sais que Dounia Bouzar et moi, on nous envoyait beaucoup de gens à l'époque par la Mivilude. C'était intéressant, par la mission de vigilance des sectaires. C'est que la plupart des familles étaient orientées. Vous voyez le cheminement. Oui, mais ça, oui, c'est pas de la police, c'est pas du ressort de la police. Bon, voilà, vous voyez, dans la dérive sectaire. Puis la Mivilude nous renvoyait à Dounia et moi, les gens en disant, mais voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas durer, ça. Ça ne peut pas durer, on ne peut pas rester avec ces familles. On n'est plus du tout avec des gens qui ont fait le choix de rentrer dans des filières, d'aller se battre, djihadistes, etc. Bon, en plus, il y a eu des mélanges de genres, parce que, bon. Donc, si vous voulez, la politique publique française s'est mise en branle à ce moment-là. C'est-à-dire, on a dit, il faut que les choses bougent. Bon, maintenant, aujourd'hui, en 2015, mai 2015, quid ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, etc. La maîtrise, si vous voulez, du processus terroriste, quand il s'agit des gens comme les frères Kouachi, comme celui qui a été arrêté récemment, ça reste toujours du domaine, quand même, des services de sécurité. La prévention, on n'en parle pas beaucoup. Parlons, si vous voulez, de cette tranche de gens de départ en Syrie qui, effectivement, a pris des proportions assez impressionnantes. En France, on est le 4e pays en Europe. On est le nombre le plus nombreux de djihadistes qui sont partis, c'est en France, mais proportionnellement à la population, on n'est qu'en 4e position. Le premier étant la Belgique.
Et du coup, si vous voulez, c'est un peu du bricolage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque préfecture a reçu des instructions pour former des gens dans sa structure propre à la radicalisation. Alors, il y a un programme de formation qui a été mis au point, qui est effectivement est drivé par le CIPD, c'est-à-dire le Comité interministériel de prévention de la délinquance, qui est le poste du Premier ministre, avec un préfet qui s'appelle M. Ngan. Et il y a des cycles de formation d'1 jour et demi. À ce jour, il y a quand même 1 millier de personnes qui ont été formées. Alors, formées à quoi? Parce que c'est quoi la radicalisation? Des éléments concernant la religion musulmane, bon, des éléments concernant du géopolitique, des éléments géopolitiques, des éléments de psychologie, un peu, et des éléments de dialogue social, etc. Voilà. Donc, on en est là avec des expériences, même pas pilotes, des expériences qui sont tentées, une liberté pour chaque préfecture de monter ses propres opérations. Et là, je sors tout à l'heure, j'étais en réunion avec un groupe qui est à Nice, qui lui est peut-être plus avancé que les autres, puisqu'ils sont déjà au stade de former un institut. Et dernière chose que je voudrais dire, ça permet d'écorcher ma charmante collègue Dounia Bouza, c'est qu'elle a développé toute une théorie qui consiste à dire que ces jeunes qui partent sont sous emprise sectaire. Or, c'est très dangereux, il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Parce que c'est ne pas nier. Il y a un phénomène, on puise dans un registre religieux. Je ne dis pas que c'est la religion musulmane, là n'est pas la question. Est-ce qu'il puise, oui ou non, dans un registre religieux? Oui, il puise dans un registre religieux. Donc il faut l'observer, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il puise aussi dans un registre géopolitique complexe? On en a parlé. Oui. Le complotisme, c'est une chose réelle. La victimisation, il y a un certain nombre de phénomènes qui font que c'est un phénomène collectif qui dépasse la simple emprise sectaire. Le fait, la victimisation à outrance, parce que vous savez, la victimisation sur l'islamophobie, ça peut être tout à fait réel. Quand on est déjà sur l'islamophobie d'État, vous passez sur un terrain idéologique. Je ne dis pas que c'est pas justifié. Mais quand vous êtes comme des sites comme Islam et Info, hein, par exemple, en passant... qui dit oui, mais vous savez, l'islamophobe, à ma sœur, tu le vois, mais tu sais, ça ne durera pas. On va te l'arracher dans la rue. Méfie-toi, quand tu circules dans la rue, rase les murs, etc. Il y a une victimisation qui oppresse les jeunes, qui les met dans des situations. Et ça, c'est ça. Et le complotisme, vous le savez très bien, le complot juif, les Illuminati, etc., j'en passe et des meilleurs. C'est pas du domaine de l'emprise, c'est du domaine de, etc. Donc, il faut déconstruire à chaque fois que vous avez un cas de radicalisation, il faut déconstruire, prendre tous les éléments, et les éléments pathologiques. Bon, nous ne nous cachons pas que quelqu'un comme les frères Kouachi a des éléments concernant la pathologie. Laquelle pathologie est augmentée, multipliée par les séjours en prison. Bon, je ne vais pas parler de la prison, parce que c'est tout un sujet. C'est pour ça que je dis souvent que arrêtons de dire que c'est un problème des aumôniers en prison. Les aumôniers en prison, ils jouent un rôle par rapport à ça, mais ce n'est pas les seuls acteurs. Il y a les visiteurs de prison, il y a les médecins, il y a les gardiens, tout le monde est impliqué dans la déradicalisation. On ne doit pas limiter ça. Alors, pour le moment, la question que vous me posez par rapport aux politiques publiques, voilà, on ne sait pas trop, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de position claire, il y a des essais qui sont faits, ça et là. En Seine-Saint-Denis, par exemple, en Seine-Saint-Denis, je pense que on a impliqué le centre Georges Devreux de l'hôpital de Bobigny pour s'en occuper. Il y a une dame qui s'occupe, qui est très médiatique, qui habite à Bobigny, qui suit un peu ça. Bon, vous voyez, mais ça reste encore embryonnaire. Il y a du boulot à faire, je pense. Très bien. Alors, si vous n'avez pas votre deuxième question, voilà. Ouais. Allez-y. C'est vous-même qui permettez de faire la transition à la deuxième question, qui est justement l'islamophobie. Oui. Vous dites justement que ça peut être, en tout cas la perception de l'islamophobie peut faire basculer certains individus avec d'autres facteurs évidemment psychologiques, sociaux, économiques, etc., vers la radicalisation. Aujourd'hui, d'un point de vue strictement juridique, qu'est-ce qui fait la distinction, la frontière entre la critique d'une religion qui est autorisée en France, qui doit rester, on peut très bien se sentir
en opposition avec certaines valeurs véhiculées par telle ou telle religion. C'est un droit. Donc, quand est-ce qu'on franchit cette limite et qu'on bascule dans la haine des musulmans, non plus de l'idéologie ou d'une religion en tant que système d'approche de la vie ou de la société, et la haine des musulmans. Qu'est-ce qui fait la distinction? Parce que là, on est débordé par l'actualité. Aujourd'hui, il est question de définir la bonne longueur de la jupe d'une adolescente pour que ce ne soit plus une jupe musulmane, mais une jupe ordinaire. Puis l'estrosie, oui. Alors attention, parce que les actes islamophobes, il y a eu avec le CFCM en 2010 un accord. Alors c'est un peu comme ce qui a été conduit avec le service de protection de la communauté juive en 2002. C'est pareil. On s'attache à dénoncer les actes, donc qui sont passibles de la loi, là c'est clair, antisémites et anti-musulmans. Donc c'est les actes contre les mosquées, etc. Et les menaces. Alors, les menaces peuvent faire, alors ça c'est là quand c'est plus complexe, peuvent faire l'office de plainte ou de main courante. C'est qu'il y a un acte judiciaire qui peut être accompli à la suite d'une menace. Donc là, c'est posé. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est déjà un progrès. Maintenant, la question que vous posez, c'est par rapport à effectivement, est-ce qu'on peut assimiler... alors, je ne vais pas vous répondre sur l'attaque des religions, parce que là, on va rentrer dans un problème. Prenons le problème différemment, faisons une comparaison avec les actes antiracistes. Est-ce qu'on peut dire que certaines attaques contre la religion musulmane peuvent être assimilables, comparées juridiquement, avec des actes racistes? Parce que vous êtes obligé, à un moment donné, l'antisémitisme, il ne faut pas comparer. C'est la mauvaise méthode quand on parle. L'antisémitisme, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est l'histoire de l'Europe. Il faut qu'elle assume à un moment son histoire. Hein. Elle a été responsable à sa manière de la mort de 6 millions de juifs, etc. Bon, c'est une chose acquise. Et puis il y a le discours sur le négationnisme, etc. Bon, je sais qu'ici, je fais attention au mot négationnisme. Bon, bref. C'est pas le même. Bon, mais qu'est-ce que je voulais dire là, par rapport à l'islam, c'est pas stabilisé. C'est-à-dire que, et je pense, alors, je suis un peu lâche, entre guillemets, j'ai envie de renvoyer dos à dos les deux interlocuteurs, en disant, du côté musulman, à dire islamophobie d'État, a un peu trop augmenté sur le blasphème, vous voyez, sur des choses comme ça, et ben fatalement, vous excitez en face des gens qui ne sont pas forcément islamophobes, mais qui, effectivement, font se saisir. C'est toute l'histoire de Charlie Hebdo, hein. Je pense qu'on est en phase de... Mais bon, donc il y a effectivement cette frontière. Je pars du côté musulman. Du côté non musulman en face, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a des limites qui sont très souvent franchies. Alors, est-ce qu'il y a une absence légale? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que, par rapport aux propos de riposte laïque, par exemple, qui sont insoutenables par moment, qui sont inqualifiables, hein, est-ce qu'il faudrait... il y a la loi, il n'y a pas de possibilité d'aller devant un tribunal. Est-ce qu'il faudrait un arsenal juridique? Est-ce qu'il faudrait définir? Ça, c'est une vraie question. Je pense que pour le moment, c'est quand on prend une loi, il faut qu'à un moment les choses soient un peu plus calmées. Je pense que pour le moment, on n'est pas encore dans un climat sur cette question où on peut penser la question de manière sereine, à mon avis, de part et d'autre. Maintenant, je nie pas qu'à un moment donné, il y a des attaques contre les musulmans, mais là, c'est plus la religion musulmane qui est attaquée. C'est des individus qui sont... Et moi, je l'assimile au racisme. C'est-à-dire, pour moi, c'est un acte beaucoup plus proche du racisme que d'un acte anti-religieux. C'est-à-dire, on assimile des gens, on assigne des gens à une identité, une essence, comme on dit, hein, alors que quand vous êtes musulman, ça ne se voit pas sur votre tête, quand même. Hein. Vous pouvez être n'importe quoi. Donc, du coup, c'est très difficile de lier religion, acte anti-religieux, et de légiférer là-dessus, parce que c'est une pente dangereuse. En revanche, il faudrait peut-être, effectivement,
voir sur l'antiracisme par moment, s'il n'y a pas possibilité, mais il faudrait des avocats qui aillent devant un tribunal. Vous savez, c'est comme ça qu'on essaye, voir effectivement si là, il n'y a pas eu un acte antiraciste quand il y a eu des propos ou quand il y a eu des actes qui ont été commis contre un musulman parce qu'il était musulman, mais c'est parce que c'est plus un acte antiraciste. Alors, c'est beaucoup compris en pays anglo-saxon, puisque les musulmans sont essentialisés, entre guillemets, dans le monde anglo-saxon. Nous, en France, on est universaliste, citoyenneté, etc. Donc, du coup, c'est très difficile. Mais pour le moment, c'est tout ce que je peux vous répondre. Je n'ai pas de solution. Très bien, merci. Il y a eu une enquête, je crois, dans un lycée privé musulman à Lille, Oui. où on reprochait aux professeurs de philosophie d'être très orientés. Oui. C'est pas une enquête, mais allez-y. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que... Non, parce que j'ai subi le siège de mon téléphone par la revue Marianne, par rapport à ça. Non, là, je veux dire, je vais défendre les frères musulmans, là, c'est clair et net et précis, ce que je vous dis tout à l'heure. Par rapport au lycée Averroès, l'UOIF qui gère indirectement, elle est claire là-dessus, elle ne veut absolument pas que des débats idéologiques rentrent dans le lycée ou le collège. C'est une politique qu'ils se sont donnée. Alors, si on ne veut pas croire que c'est une morale, du point de vue moral, disons qu'ils se le donnent parce qu'ils veulent absolument pas, ils veulent une étanchéité entre leur activité en matière de collège et de lycée confessionnel et en matière de contenu éventuellement religieux ou politique de leur mouvement. Et ça, j'avoue qu'effectivement, c'est intéressant parce que la personne qui a fait ces accusations, elle a dit qu'il y avait des jeunes qui avaient des propos antisémites dans l'école, mais pas plus que dans l'école publique. Je dirais peut-être moins même. Donc du coup, existe cette question des élèves qui s'étaient prononcés. Parce que d'autre côté, il y avait des élèves, effectivement, qui s'étaient prononcés, not in my name, etc., qui avaient pris position. Donc, bon. Ensuite, on a dit les conférenciers qui étaient venus accessoirement. Alors, il y a un conférencier, bon, effectivement, je ne dirais pas son nom, mais qui est connu pour avoir de temps en temps des dérives un peu antisémites, mais il n'est pas venu depuis un moment, et en tout cas, quand il est venu, il n'y a pas eu des propos de la nature qu'on lui connaît dans d'autres temps. Alors là, à un moment donné, l'enquêteur du journal qui s'était mêlé, il a dit, mais ils vont à la mosquée le vendredi, puis quand ils reviennent. Ah, je dis, ben oui, mais ils sortent du lycée. Ils vont à la mosquée, ils reviennent. Ben c'est bien, entre-temps, ils ont eu le temps qu'ils ont été à la mosquée, on leur a bourré le crâne, et puis ils sont revenus. Non, mais je caricature. Mais je veux dire, il y a quand même une prudence énorme qui est exercée par l'UOIF, par cette étanchéité. Ça, on peut leur accorder ça. Et je pense que... Vous savez, cet enseignant, en fait, vous savez ce qu'il était... Auparavant, il était à Valence. Et il était professeur de philosophie. Et vous savez qu'il avait été déplacé, lui-même déplacé à Valence, parce qu'il avait attaqué, c'était une école religieuse catholique, ils avaient attaqué en les taxant d'islamophobie. Non, mais je veux dire, c'est quelqu'un... c'est un militant, hein, donc républicain. Mais vous savez, vous passez un autre concours, vous passez le concours du CAPES, qui vous fait aller dans l'école publique, comme ça. Mais quand vous passez un concours pour aller dans l'école privée, vous avez des chances de vous trouver dans un collège confessionnel. Bah, effectivement, il faut accepter. Mais là, non, et c'est pas du tout par complaisance envers les frères musulmans, hein, croyez-moi. Oui. Moi j'ai deux questions. C'est ça que je vous suis depuis pas mal d'années. En fait, dans cette peinture générale qui décrit la construction d'une gestion de l'humain en France, j'ai eu le sentiment que les deux aspects de la peur avaient été très peu départ, voire complètement occultés. Oui. Donc le premier, c'est la volonté que certains ont de construire un foyer élitiste de musulmans modérés ou non, mais pleinement intégré dans le kaléidoscope républicain, à l'image de l'association Rénovo, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Et donc oui, est-ce qu'il n'y a pas un pli de ces musulmans non modérés, très pratiquants, voire salafistes, quiétistes, tels que vous les nommez dans votre livre, qui prônent une inclusion totale dans la société française, avec pour objectif d'intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs, d'administration, mais avec un vœu pieux de réussite sociale totalement accompli, mais certes quand même communautaire. C'est la première question depuis dans ce sens-là. Et la deuxième, l'émergence d'un groupe intellectuel musulman, démocrate et même laïque, qui souhaite une réforme profonde de l'islam à l'image de la fondation NKWAKF,
la Kawakili, pardon, qui a été officialisée il y a quelques jours et qui compte ses rangs des Mohamed Ashrafi, Ladan Ibrahim, Félix Marcal ou encore des Khaled Benchik que vous connaissez, j'imagine très bien. Il ne s'agit pas pour moi en fait d'une réforme des textes religieux dans leur profond intérieur, mais plutôt une réforme des mœurs et de la compréhension de la révélation à la lumière des innovations technologiques. Donc en fait j'avais 3 questions. La première, vous avez répondu en partie, parce que c'était une des premières questions. La première question c'était, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'association Renovo? Parce que je sais que vous connaissez beaucoup de choses sur l'islam et sur le musulman en France. Et qu'est-ce que cela vous inspire? La deuxième question, c'est avez-vous, avec la connaissance que vous avez aujourd'hui du paysage musulman, est-ce qu'une réforme de l'islam, au sens entendu par la fondation Al-Kawakili, peut trouver un écho dans la construction d'un nouveau CFCL à l'initiative cette fois-ci des musulmans? Parce que vous revendiquez, puisque les musulmans aujourd'hui demandent une sorte de... Voilà, que ce soit organisé, mais que ce soit l'initiative des musulmans et pas l'initiative de l'État. Ça part par le bas, pas par le haut. Et enfin, troisième question, donc vous avez répondu à la moitié de la question, parce que moi c'était dans le même sens. Donc, pression explosive vers Denis, ça parlait récemment d'une 5e colonne islamique, un État dans l'État dirigé par des islamo-fascistes. Quelle analyse faites-vous de ces deux néologismes? Donc, le premier, vous avez répondu. Moi, c'était plus sur le deuxième, du coup, pour islamo-fasciste. Voilà. Non, je réponds tout de suite au deuxième terme, islamo-fasciste, puisque Jean-Yves Camus, qui est spécialisé extrême droite, a très bien répondu. Je vais répéter ce qu'il a déjà dit. Il a dit, bon, islamo-fasciste, comment le fascisme peut être accolé? Si vous savez, dans le monde arabe, il y a eu une tradition des mouvements fascistes qui se sont inspirés des mouvements fascistes. C'est les phalanges libanaises et le Parti Baas. Eux, on peut dire effectivement qu'ils ont pris leur inspiration directement dans les années 30, dans ce qui naissait dans les années 30, qui a été le fascisme italien et le mouvement néo-nazi. C'est ça, si vous voulez. Le Baas syrien, aujourd'hui, c'est le dernier. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc, mettre le mot islam, c'est pas. En revanche, effectivement, si on veut avoir un choix, on va dire qu'il y a effectivement une vision totalitaire, c'est-à-dire globalisante. Il dit, disons islamo-totalitariste, si on veut être beaucoup plus... c'est ce que dit Jean-Yves Camus, je répète. Donc je suis assez d'accord avec ses propos, je n'ai rien à rajouter. Concernant le Renovo, c'est intéressant parce que là, je ne dis pas, on est, moi d'après ce que j'en connais, bon, c'est, je vous ai parlé tout à l'heure de l'UIF, etc., qui faisait... Mais ça, c'est l'Église catholique au XIXe siècle aussi. C'est pour ça qu'ils ont pris ce modèle. C'était former les élites françaises. C'est-à-dire y compris d'abord les élites, c'est-à-dire les enfants de la bourgeoisie, de la noblesse, etc., tout au long du XIXe siècle. Et on oublie aussi que la République, certes, a fait émerger par les instituteurs, les hussards de la République, un certain nombre de gens, mais vous savez que l'Église aussi procédait de la même manière. Moi, j'ai un grand-père qui était fils de paysan, laboureur, et moi, j'étais très content parce que je me suis dit, c'est la République qui l'a fait monter. J'ai un peu étudié la chose, c'est pas la République, c'est le collège religieux du bled où il était, c'est le curé qui l'a envoyé dans le collège religieux. Donc vous voyez qu'il y avait quand même une dynamique qui était née, et là, c'est un peu ce que l'UIF veut faire, créer cette espèce d'élitisme. Et Renovo, c'est un peu ça. Alors vous allez dire, mais ça renvoie, je n'ai pas parlé, moi j'ai ce que j'appelle une mouvance frériste, on va dire. C'est-à-dire, ce qui était l'UIF, les frères musulmans, mais ça ne veut rien dire aujourd'hui, puisque frères musulmans en Égypte, qu'est-ce que ça veut dire en Europe? Qu'est-ce que ça veut dire d'être quelqu'un de frériste? C'est-à-dire qui a été socialisé, formé dans la mouvance des frères musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le moment, ça donne quelque chose comme Renovo, l'élitisme. Alors moi, je sais, vous dites qu'effectivement, c'est... Alors, est-ce que ça peut être considéré comme la formation d'une élite qui va ensuite pénétrer les institutions françaises et qui va phagocyter, etc., qui va pénétrer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour faire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser un petit peu ce qu'on disait, à un moment, il y avait un fantasme sur la scientologie. Vous savez, bon, je ne compare pas Renovo à la scientologie, mais où effectivement, on avait un fantasme. Ils sont en train d'investir les écoles d'ingénieurs, l'appareil d'État. Vous savez, ces gens-là vont un jour complètement contrôler. Donc, il y avait une espèce de fantasme autour des sectes qui étaient les... Bon, je ne dis pas que c'est la même chose, mais Renovo, effectivement, est-ce que... Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Je vais aller plus loin. Je vais prendre l'exemple du Parti démocrate qui s'est créé pour les élections, qui n'a pas réussi. Bon, c'est intéressant parce que ils font une erreur. Ils disent nous sommes comme les démocrates chrétiens.
je suis isolé, ça n'a rien à voir. Voilà. Les démocrates chrétiens, c'est un mouvement qui se disait chrétien, qui est né après la guerre, pour sortir l'Europe du marasme dans lequel elle était tombée, pour donner une nouvelle morale. Alors, admettons qu'il y avait quelque chose de chrétien dedans. Mais c'était universaliste. En revanche, eux, c'est un truc nettement communautaire qu'ils font. Hein, c'est le halal, développer le halal, développer la finance islamique, c'est-à-dire développer des... Alors, est-ce que... Hein? Oui, voilà. Oui, Roman le voile à l'école, c'est vrai. Est-ce que Renovo se situe dans ce mouvement nettement communautarisme, d'enfermement, de séparation? Moi, alors là, vous voyez, je n'ai pas assez d'informations, j'en ai pas l'impression. Bon, parce que si vous faites venir Tarek Ramadan, qui est un repère important, Tarek Ramadan, on dira ce qu'on voudra, mais c'est quelqu'un qui essaye de donner le maximum de gages pour prouver qu'il n'est pas communautariste, justement. Et qui est, bon... Après, on jugera, chacun jugera. Mais je veux dire, tous les éléments qu'il doit avoir sont ceux-là. Et je ne pense pas que Renovo soit dans cet ordre-là. Pardon. Par contre, la démarche avec... Vous avez Homero Maranjou aussi, avec Homero Maranjou et puis Khaled Bencher et Makar, oui, effectivement. Il y a le Bajrafil aussi qui est dedans. Pour le moment, ça c'est une vraie question. Je ne sais pas comment dire. Je sais que de toute façon, on sait puisqu'on a travaillé avec Haïdar. À un moment, il y avait une commission qui s'était montée au sein de la formation des imams, au sein du CFCM, où il y avait eu quand même des gens qui avaient travaillé, en particulier des chercheurs, Pierre Laury, Franck Frégosi et tout. Il y avait eu une dynamique qui s'était créée avec l'université pour essayer de faire sortir une formation des imams qui ne soit pas uniquement une formation dogmatique, etc. Bon, disons qu'il y a eu une tentative. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est là que ça se passe. Alors, si vous prenez par le haut, quand vous dites que vous allez créer une théologie, vous avez raison. Hier, j'étais dans un débat avec des jésuites et eux, ils n'étaient pas d'accord. Je dis, pendant trop longtemps, on a parlé d'islam des Lumières, etc. On a été sur l'utopie. Et c'est tout à fait noble de la part de Mohamed Harkoun, de voir penser que, effectivement, on allait créer l'islam des Lumières à partir de l'Europe. L'Europe va être bon. Là, aujourd'hui, qu'il faut raison garder, le monde musulman, c'est 1,5 milliard d'individus, c'est effectivement la petite Europe, elle ne peut pas comme ça, tout ça. En revanche, il faut absolument développer un islam spécifique à l'Europe et aux Amériques. C'est-à-dire un islam minoritaire c'est pareil, c'est qu'en Argentine, oui, c'est bizarre, mais en Argentine, en France, c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est des pays démocratiques qui sont habitués à ce que les religions en général, soient autonomes, même s'il y a des religions d'État comme en Angleterre, mais si vous voulez, c'est quand même le trait caractéristique. Et donc, les musulmans d'Europe doivent effectivement s'autonomiser et créer leur propre... Alors, c'est lourd de conséquences. C'est un sacré chantier, parce que ça veut dire le penser en dehors de manière complètement autonome, en Europe même, et ça veut dire comment penser la sécularisation. C'est-à-dire comment se séculariser comme l'ont fait les autres religions, etc. Pas faire un Vatican II musulman, mais enfin, pas loin.